We are supposed to be the good guys. We are. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler d'un des films les plus attendus de l'année et à raison puisqu'il s'agit de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, enfin New Generation en français si vous aimez les traductions bien pétées. Mais avant ça... Hello, permettez-moi de faire une courte interruption, promis, ce sera cool. J'ai juste envie d'attirer 2 minutes votre attention sur un film qui sort en salle le 31 mai et qui s'appelle Sick of Myself. Réalisé par Christopher Borgli, je dis sûrement très mal son nom, c'est un film norvégien qui raconte l'histoire de Signe, une jeune femme qui ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. Elle et son petit ami Thomas, qui est artiste, n'ont de cesse que d'essayer de se piquer la lumière, et un jour, Signe décide de faire passer leur petite compétition à un autre niveau. Elle va tout simplement se rendre volontairement malade en secret pour attirer la pitié de tout le monde, quitte à être défigurée. Le problème, comme vous pourriez vous en douter, c'est que Signe prend le risque que la gravité de sa maladie dégénère ou encore que son mensonge ne soit découvert. Vous verrez bien en découvrant le film. Et si je vous conseille de le découvrir, c'est parce qu'il m'a plu et surprise. La manière dont la mise en scène fait se fréquenter des images assez gore et malsaines, parfois même du vrai body horror, avec un univers de luxe propre, sert à faire ressentir le malaise d'une époque où l'on désespère d'être toujours plus visible aux yeux des autres et d'être aimé de tous. Et je sais de quoi je parle, je suis youtubeuse. Bref, avec une narration cruelle et une mise en scène complaisante envers le cercle vicieux et narcissique dans lequel s'enferme Signe, Sick of Myself nous met en face de nos propres défauts. Enfin, une version très caricaturale de nos propres défauts, j'espère. Si vous aimez le cinéma d'Europe de l'Est, foncez parce qu'on retrouve dans ce film une élégance et une amertume dans le ton et le rythme assez typiques de certains films de ces dernières années. Par exemple, si vous avez aimé Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, il y a des chances que Sick of Myself vous parle parce qu'on y retrouve quelque chose de ce cinéma, même si on n'est pas du tout sur le même genre d'histoire. Ou alors il faudrait imaginer que Sick of Myself c'est un peu le Julie en 12 chapitres version body horror et super cynique. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça sort sur nos écrans le 31 mai, j'ai hâte que tout le monde le découvre parce que vous serez surpris, dérangé ou dégoûté, ou amusé, ou alors encore tout ça à la fois. En tout cas, il faudra que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Et maintenant, je rends l'antenne. Au sein des trop nombreux films de super-héros, Into the Spider-Verse avait fait figure de vent de fraîcheur bienvenu, voire même de petite révolution dans le monde tout aussi sclérosé du film d'animation grand public, vampirisé par Disney et DreamWorks. Depuis que les films d'animation en 3D se sont imposés au début des années 2000, tout le monde s'est plus ou moins contenté d'un vernis photoréaliste, du moins du côté des textures. Alors je ne sais toujours pas comment Sony a osé parier sur Spider-Verse au-delà du pouvoir de la marque Spider-Man, mais il faut bien comprendre qu'il y avait là une prise de risque esthétique qui par chance était soutenue par Phil Lord et Chris Miller, les géniaux réalisateurs de Tempête de boulettes géantes et de la grande aventure Lego. Parce qu'en donnant à voir une hybridation de styles divers qui piochait autant dans le papier mal imprimé des comics que dans le pop art ou le street art, Spider-Verse a pris la forme d'un véritable objet de pop culture, dans le sens où il mixe plein d'influences sous une même bannière pour un résultat qui, au final, lui est propre. Et même si le film n'a pas tant cartonné que ça au box-office en 2018, il est rapidement devenu un objet culte dont on a vite senti l'impact. Donc autant dire que sa suite, qui promettait d'être encore plus folle d'un point de vue esthétique, avait fort à faire pour reprendre son trône, d'autant que Sony a annoncé dès le départ que le récit de cette suite serait divisé en 2 parties. Et en vrai, le pari était loin d'être gagné d'avance, parce qu'en envoyant Miles Morales visiter cette fois le multivers, qui était jusque-là venu à lui, on pouvait craindre que le film ne s'écroule sous le poids de sa propre ambition. Miles Morales reçoit la visite de Spider-Gwen et se retrouve embarqué dans une élite de Spider-Man et Women dirigée par Miguel O'Hara et qui les amène à découvrir plein d'environnements variés et autres dingueries stylistiques. Et pour vous rassurer tout de suite, non, Across the Spider-Verse ne souffre pas de son ambition. Bien au contraire, c'est un nouveau miracle de cinéma qui donne presque l'impression de découvrir un champ des possibles jusque-là inimaginable. Et c'est d'autant plus fort que, comme je le disais, l'impact du premier Spider-Verse a fait des petits. Des Mitchell contre les machines au génial Chapeauté 2. Mais si j'en parle, c'est que ces films n'ont pas fait que reprendre la flamboyance esthétique de Spider-Man, comme si c'était une mode passagère. Au contraire, ce choc des cultures a accompagné un bouillonnement des émotions, en s'accaparant des espaces mentaux pour mieux en dépeindre les troubles et les combats du quotidien. Et ça va de la crise familiale des Mitchell aux crises de panique du Chapeauté, et honnêtement ça m'a fait plaisir de voir ça dans un film familial, parce que c'était l'occasion de mettre des mots et des actions sur des conditions trop souvent ignorées, ou sur lesquelles on évoque peu la possibilité d'un dialogue.
Et si je dis ça, c'est parce que ça me semble au cœur même de la démarche d'Across the Spider-Verse. Plonger dans le multivers, c'est aussi plonger dans la psyché surstimulée de son protagoniste. Et la mise en scène assure bien de nous emporter dans ce mouvement par sa gestion étourdissante de la profondeur et par ses travelling fast et furieux. Il y a un tiraillement chez Spider-Man qui est dû à sa double identité et à ses tentatives, souvent ratées, de conjuguer sa vie de super-héros et sa vie intime. Et ça, le film le retranscrit parfaitement dans la vivacité cartoonesque d'un duel inaugurable entre Miles et la Tâche, méchant dont les trous qui le composent mènent à des téléportations inattendues. Le film semble déjà à ce moment-là hors de contrôle, à vouloir aller au-delà du découpage et des connexions habituelles que notre cerveau fait entre les plans d'un film, voire entre les photogrammes. Alors je vais rien vous apprendre là, mais Across the Spider-Verse prouve rien qu'avec cette scène que son animation est absolument virtuose. C'est hyper actif tout en restant toujours lisible et on a envie de faire pause toutes les 2 secondes pour saisir les subtilités de chaque effet de style. Mais le plus important avec cette scène, c'est qu'elle renvoie à ce que je disais plus tôt et définit à merveille Spider-Man. Si on l'aime autant et qu'on s'y attache autant, c'est parce qu'on s'identifie à la charge mentale proprement héroïque qu'il supporte et le terme est employé explicitement par le long métrage. Et c'est cette charge mentale que représente le bouillonnement pop de la mise en scène. Quand on parle du fameux mantra de l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est moins un passage obligé de la figure de Spider-Man qu'une malédiction qui impose au personnage le sacrifice inévitable de sa jeunesse, de sa vie privée et de ses relations avec ses proches. Miles n'est d'ailleurs pas le seul concerné, puisque Across the Spider-Verse dédie ses 15 premières minutes absolument fantastiques à Gwen Stacy. Alors déjà, sa dimension est absolument sublime, avec ses teintes pastel diluées comme de l'aquarelle et ses contours moins marqués, mais surtout les animateurs cherchent ici à laisser les couleurs de l'environnement évoluer pour définir ce qu'elle ressent. Ça joue avec les couleurs complémentaires, ça les oppose lors d'un dialogue et ça les réunit lors d'un câlin. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est absolument génial. Mais le top du top, c'est carrément le premier plan du film qui relie les sons d'une batterie martelée par Gwen avec des touches de couleurs abstraites. La démarche a le mérite d'être claire dès le début. Ce que cherche le film pour sublimer son animation, c'est de faire de la synesthésie. La synesthésie, c'est un effet qui amène un stimuli sensoriel, que ce soit une note de musique, une odeur ou une image, à stimuler un autre de vos 5 sens, au point où vous pouvez l'interpréter par cet autre sens. Là, en donnant une couleur à un son, Across the Spider-Verse nous incite à connecter ces stimuli, à connecter les formes et les styles que nous propose ce grand chaos organisé. J'en profite d'ailleurs pour saluer la bande originale absolument magistrale de Daniel Pemberton. C'était déjà l'un des gros points forts sous-estimés du premier film et sa partition est encore plus géniale et expérimentale ici. Entre ses sonorités hip-hop et électro-dissonantes et l'orchestre, c'est juste mouah, et ça joue beaucoup sur la cohérence globale du film. Parce qu'il est là le miracle du film. Ça a beau te caler tour à tour un Spider-Man indien dans un Bombay futuriste en cel shading, un Spider-Punk anglais fait de collage ou un vautour crayonné à la De Vinci, ça ne semble jamais être trop. Alors que pourtant l'énergie éreintante de la narration pourrait vite lasser, mais on en veut toujours plus. C'est même surprenant que cette inventivité sans cesse renouvelée soit aussi limpide et fluide. La formule peut sembler galvaudée, mais Across the Spider-Verse est bien un geste littéral de cinéma, qui donne la sensation de prendre son élan dans ses premières minutes pour entamer un unique mouvement, un unique saut de la foi. Et ça marche parce que ce fourmillement d'idées est, comme je le disais, toujours au service d'une représentation des émotions des personnages, et pas que de Miles ou de Gwen. Le film parvient à donner de la place aux autres, et notamment aux parents de Miles, qui sont très touchants ici. Et comme on retrouve également le Peter Parker du premier film, qui cette fois a un bébé, le récit met en opposition les adolescents tourmentés avec des parents qui le sont tout autant et qui interrogent leur capacité d'éducation. Avec une simplicité déconcertante qu'on retrouvait jusque-là dans les meilleurs Pixar, le film oblige à voir les enfants quitter le nid et tracer leur propre route, un postulat qui est d'ailleurs ouvertement méta par rapport à la forme libérée du film. Et l'autre point qui fait que ça marche, c'est que le fanservice obligatoire de Marvel, enfin encore plus dans le multivers, est renvoyé à sa nature purement cosmétique, plutôt que de devenir une fin en soi vide de sens. N'est-ce pas No Way Home ? De cette façon, ce Spider-Man parle une nouvelle fois de la reproductibilité technique et mercantile des super-héros, mais il va encore plus loin grâce à une idée absolument géniale. En rencontrant Miguel O'Hara, qui est d'ailleurs très bien doublé par Oscar Isaac, Miles découvre que l'équilibre du multivers dépend d'un canon mythologique immuable. En gros, il est nécessaire qu'il arrive des événements très précis à toutes les itérations de Spider-Man. Et comme les héros savent eux-mêmes qu'ils sont des héros avec des copies de copies de copies de copies, ils connaissent d'avance leur parcours.
Mais plutôt que de chercher à l'éviter, la plupart acceptent l'absurdité de la situation. Un peu comme on accepte qu'Hollywood nous ressorte la même soupe en prétendant respecter les propriétés intellectuelles qu'on aime tant. Et là, Across the Spider-Verse entame quelque chose de brillant. Miles rejette cette fatalité, tandis que le film rejette, lui, la fatalité d'être un énième film d'animation lambda. C'est même la dimension politique du film qui était déjà esquissée dans le premier. Miles évolue au milieu d'un New York cosmopolite, en étant lui-même d'origine portoricaine et afro-américaine. Il se retrouvait dans un lycée de Bourges sans vouloir oublier les quartiers populaires d'où il vient. Et en devenant Spider-Man, il aurait pu y avoir ce piège d'un discours un peu béat sur la méritocratie du style « tout le monde est et peut être Spider-Man ». Bon, en soi, c'est un peu ce que le film disait quand même, mais il n'en oubliait jamais l'obstacle que représente le déterminisme social. Et c'est ça que Across the Spider-Verse évoque avec beaucoup de maturité. Miles Morales est confronté au déterminisme, y compris en tant que Spider-Man. Et il fait tout pour y résister. Et en vous disant ça, j'ai l'impression de n'avoir gratté encore que la surface du film. C'est dire à quel point il est riche et dense, et c'est pourquoi on lui pardonnera d'ailleurs aisément le cliffhanger un peu frustrant de son final en attendant la suite. Mais qu'importe, parce qu'on a encore une fois fait face à un blockbuster inespéré, à une suite idéale et à un film qui est plus généralement un pur miracle dans l'industrie actuelle. Et Sony, je suis prêt à vendre l'un de mes reins si ça me permet de voir la deuxième partie plus tôt. Appelez-moi s'il vous plaît. En tout cas, si vous voulez soutenir Écran Large, pas besoin d'hypothéquer un organe, lire nos articles c'est déjà beaucoup, et merci à ceux qui le font déjà. Mais si le cœur vous en dit, on propose également un abonnement premium pour quelques euros par mois qui vous donne accès à plein de dossiers approfondis sur des films, et on varie d'ailleurs les genres et les époques. Vous pouvez aussi retrouver notre podcast La Réu, et si vous voulez nous voir pour de vrai, on organise tous les mois un événement au Club de l'Étoile à Paris. Ça s'appelle le Grand Écran Large, et le 23 juin, vous pourrez voir ou revoir avec nous Shaolin Soccer. Sur ce, je vous laisse aller voir Spider-Verse, c'est un ordre, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Stop!